Les États-Unis viennent de révéler une arme révolutionnaire qui a coûté la somme stupéfiante de 1000 milliards de dollars à développer. Cet investissement massif marque le sommet de la technologie avancée et de la planification stratégique, visant à donner aux États-Unis un avantage imbattable, notamment contre la Russie. Quelle capacité révolutionnaire cette arme offre-t-elle? Comment va-t-elle redéfinir l'équilibre des pouvoirs, en particulier face à des rivaux comme la Russie? Rejoignez-nous pour découvrir les détails de l'arme américaine à 1000 milliards de dollars et ses implications pour la dynamique de puissance mondiale. Le 20 août 2024, le monde s'est réveillé avec des nouvelles inattendues et dramatiques. Les forces ukrainiennes avaient réussi à piéger environ 3000 soldats russes près de la ville de Koursk, en plein cœur du territoire russe. Ces troupes se sont retrouvées coincées sur la rive sud de la rivière Seym, une voie navigable stratégique dans l'oblast de Koursk en Russie. Les Ukrainiens avaient exécuté un plan audacieux pour détruire les ponts clés reliant cette zone au reste de la Fédération de Russie, laissant les soldats isolés et coupés de leur ligne d'approvisionnement. Cette manœuvre audacieuse était quelque chose que personne n'aurait pu prédire 2 ans plus tôt, au début du conflit. Ce retournement inattendu des événements résulte d'une série d'attaques minutieusement planifiées menées sur plusieurs jours par les forces armées ukrainiennes. L'armée et l'armée de l'air ukrainienne ont lancé une attaque synchronisée visant les 3 ponts permanents de la région, coupant ainsi efficacement les routes d'approvisionnement critiques sur lesquelles l'armée russe comptait pour renforcer et réapprovisionner ses forces piégées. Les ponts ciblés comprenaient le pont routier Koursk-Rilsk, le pont ferroviaire Korenevo et un plus petit pont près du village de Tetkino, qui étaient tous essentiels au déplacement des troupes, du matériel et des approvisionnements russes. Réalisant la gravité de la situation, les ingénieurs russes se sont précipités pour déployer des ponts flottants à travers la rivière afin de rétablir la connectivité. Cependant, les Ukrainiens avaient anticipé ce mouvement. Dans une démonstration de prévoyance tactique, les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive à plusieurs volets. Elles ont déployé des drones à vue directe, chargés d'explosifs, une nouvelle technologie militaire innovante pour frapper les convois transportant les sections de ponts flottants. Cette tactique a non seulement démontré la compétence croissante de l'Ukraine dans la guerre moderne, mais a également mis en évidence sa capacité à innover sous pression. Elles ont lancé une série de frappes de haute précision à partir de systèmes de lance-roquettes multiples sur les ponts flottants et les bateaux qui étaient déjà dans la rivière. En utilisant une combinaison de reconnaissance par drone et de systèmes de ciblage avancés, elles ont pu cibler efficacement les ingénieurs russes et leur équipement, créant une scène chaotique sur l'eau. Les forces russes, prises au dépourvu et sous un feu incessant, ont eu du mal à maintenir leur position et à construire des ponts temporaires. L'Ukraine a effectivement paralysé la capacité de la Russie à soutenir ses forces isolées, mettant une pression immense sur les troupes russes piégées dans la région. Des rapports suggèrent que jusqu'à 3000 soldats russes se sont retrouvés coincés sur la rive sud de la rivière Psel, dans l'oblast de Koursk, sans issue viable. Selon des sources locales, ces troupes sont maintenant démoralisées et réticentes à continuer de se battre. Un effondrement moral significatif qui reflète les défis plus larges auxquels l'armée russe est confrontée dans ce conflit. Cette situation est avantageuse pour l'Ukraine, qui progresse stratégiquement vers l'est, dans cette partie de l'oblast de Koursk, dans le but d'encercler et de neutraliser les forces russes piégées. La tactique d'encerclement est une stratégie militaire classique, visant à couper les troupes ennemies de leurs renforts et de leurs lignes d'approvisionnement, les forçant à se rendre ou à être détruites. Les forces ukrainiennes auraient renforcé leur position le long des routes clés, rendant difficile pour les Russes de recevoir un quelconque soutien logistique. Certains analystes ont initialement spéculé que les Russes pourraient encore réussir à défendre leur position, s'appuyant sur les défenses naturelles de la rive de la rivière et sur les fortifications qu'ils pouvaient établir précipitamment. Cependant, des analystes de données ouvertes comme Julian Röpke, un expert militaire de Beld, ont souligné que bien que le côté ouest du soi-disant chaudron puisse être fortifié, les forces russes rencontreraient de grandes difficultés
si elles étaient attaquées par l'armée ukrainienne depuis l'Est. Le terrain dans cette région est principalement constitué de terres agricoles ouvertes, offrant peu de couverture contre les frappes d'artillerie et de drones, deux tactiques que l'Ukraine utilise efficacement. De plus, les troupes russes piégées font face à un choix difficile, soit tenter de tenir leur position face à une attaque ukrainienne de plus en plus agressive, soit se retirer. Les deux options comportent de grands risques. Se défendre pourrait entraîner un siège prolongé, avec des fournitures en baisse et un nombre de victimes croissant, tandis qu'une retraite exposerait probablement les soldats à des attaques et pourrait entraîner un retrait chaotique, conduisant potentiellement à d'autres pertes. Défendre leur position sur le champ de bataille entraîne généralement de lourdes pertes pour la Russie. Cela est dû aux situations de combat intenses et à la possibilité d'engagement à haute intensité. En revanche, opter pour la retraite présente ses propres défis. Abandonner leurs véhicules et équipements expose les forces russes aux frappes aériennes ukrainiennes, aux bombardements d'artillerie et aux attaques de drones. Les drones ukrainiens, en particulier, se sont révélés efficaces pour cibler et perturber les lignes d'approvisionnement et les opérations russes. À l'ouest, l'armée ukrainienne a réalisé des avancées significatives en traversant la frontière et en prenant le contrôle d'une zone de 15 km² près de la rivière, à proximité de la ferme Yot Trouba. Cette manœuvre stratégique a permis aux forces ukrainiennes de se positionner de manière à menacer les principales routes logistiques et d'approvisionnement russes. En réponse à cette offensive agressive, la Russie a commencé à assembler de nouveaux groupes de combat pour renforcer sa défense et contrer l'offensive ukrainienne. Ces nouvelles formations avaient pour but de renforcer la présence militaire russe dans les zones critiques et d'atténuer l'impact des avancées ukrainiennes. Le conflit ne s'est pas limité à Koursk. L'Ukraine a obtenu des succès notables avec des raids frontaliers dans les régions de Briansk et de Belgorod, démontrant davantage ses capacités opérationnelles et l'efficacité de ses stratégies tactiques. Ces raids ont été minutieusement planifiés et exécutés, mettant en évidence la capacité de l'Ukraine à pénétrer profondément sur le territoire contrôlé par la Russie et à infliger des dommages considérables. En réponse, la Russie a créé des groupes de troupes spécialisés à Belgorod, Briansk et Koursk, afin de faire face aux menaces posées par ces raids. Au départ, les troupes russes ont concentré leurs efforts en Ukraine en raison du niveau élevé d'activité de combat et du besoin pressant de faire face aux menaces immédiates posées par les avancées ukrainiennes. La création de groupes militaires spécialisés est devenue cruciale pour la défense stratégique des frontières ukrainiennes, conduisant à la mise en place du Conseil pour la sécurité militaire des territoires frontaliers. Ce conseil, dirigé par le ministre de la Défense Andrei Belov, est chargé de coordonner et de superviser les activités de ces unités nouvellement formées. Le rôle de ce conseil est essentiel, compte tenu de la nature complexe et changeante du conflit. Cependant, le président Vladimir Poutine n'a pas été impressionné par ces développements. Il a fixé un délai ferme à ses troupes. D'ici le 1er octobre, elles doivent reconquérir Koursk et maintenir leur position dans les régions stratégiques du Donbass. Koursk, une ville d'importance historique remontant à la bataille de Koursk pendant la Seconde Guerre mondiale, est devenue un point focal du conflit actuel. Malgré des revers récents, Poutine a ordonné la poursuite des offensives militaires, ciblant en particulier les villes de Pokrovsk et Toretsk, cruciales pour maintenir l'influence russe dans la région. L'avancée ukrainienne dans ces zones contestées fait partie d'une stratégie plus large pour libérer les Ukrainiens actuellement capturés par les forces russes. Le président Volodymyr Zelensky a confirmé cette mission, affirmant que l'invasion de Koursk visait à libérer ces détenus. Le 20 août, les forces ukrainiennes avaient réussi à reprendre 1250 km² de territoire et 92 localités sous contrôle russe. Cette avancée rapide marque un tournant significatif dans le conflit, démontrant le succès opérationnel croissant de l'Ukraine. Malgré ces réalisations, l'ambiance en Ukraine est partagée. Bien que les succès militaires soient célébrés, des préoccupations et de l'insatisfaction existent parmi certains Ukrainiens concernant la direction et la gestion du conflit en cours.
Mariana Bazoula, membre clé du comité de défense et de renseignement de la sécurité nationale de l'Ukraine, a exprimé de vives inquiétudes concernant l'approche du gouvernement pour gérer la région de l'oblast de Donetsk. Sa critique survient alors que les forces russes réalisent des avancées significatives vers des villes ukrainiennes majeures, comme Pokrovsk et Toretsk. Cette situation a conduit à de nombreuses spéculations sur les plans stratégiques de l'Ukraine. Certains experts, dont l'écrivain Boris Rohan, ont suggéré que l'Ukraine pourrait préparer un coup audacieux contre la centrale nucléaire de Zaporijjia, qui est sous contrôle russe depuis les premiers jours du conflit. Bien que l'Ukraine nie officiellement toute intention de prendre le contrôle de la centrale, le fait que les troupes russes aient commencé à creuser des tranchées autour de celle-ci suggère une tension accrue. En réponse à l'avance russe, l'armée ukrainienne a adopté une stratégie de destruction des ponts clés, ce qui a efficacement coupé les forces russes de certaines parties stratégiques de Koursk. Cette tactique a limité la mobilité des troupes russes et les a forcées à se positionner dans des endroits moins favorables. Malgré les défis sur le terrain, l'Ukraine a réussi à maintenir un avantage stratégique en pénétrant efficacement dans les zones contestées. Dans les cieux au-dessus de Koursk, l'Ukraine a établi un contrôle grâce à un mélange de tactiques avancées. L'armée de l'air ukrainienne a utilisé des missiles de surface à air de dernière génération pour sécuriser l'espace aérien. De plus, elles ont utilisé des drones modifiés en vue à la première personne, comme des béliers aériens, lesquels ont été très efficaces pour abattre plusieurs hélicoptères russes depuis le début de l'invasion dans la région, le 6 août 2024. Comment une nation plus petite comme l'Ukraine a-t-elle réussi à maintenir une puissance colossale comme la Russie à distance pendant plus de 2 ans de conflits intenses? Et l'Ukraine a-t-elle toujours disposé d'un tel pouvoir de feu et de ressources? Les récents développements offrent des aperçus fascinants sur la force militaire de l'Ukraine. Par exemple, un avion de chasse MiG-29 ukrainien, un appareil de l'époque soviétique qui a été considérablement amélioré, a récemment été capturé en vidéo en train d'utiliser des bombes guidées de précision AASM 250 Hammer fabriquées en France. Ces munitions avancées sont conçues pour une grande précision et peuvent frapper des cibles avec un minimum de dommages collatéraux, ce qui en fait un atout essentiel dans la guerre moderne. De plus, les drones FPV ukrainiens, de petits avions très maniables équipés de caméras, ont prouvé leur efficacité sur le champ de bataille. Ces drones ont intercepté et ciblé des unités de génie russes alors qu'elles étaient encore en mouvement, perturbant leurs opérations et retardant leurs avancées. Ces drones sont devenus un outil inestimable pour la reconnaissance et les frappes de précision, illustrant l'évolution de la guerre des drones. Les forces ukrainiennes ont également utilisé des roquettes HIMARS, fabriquées aux États-Unis avec des effets dévastateurs. Ces roquettes sont capables de lancer plusieurs missiles guidés en succession rapide et dans un cas frappant, elles ont dispersé des centaines de petites bombes de la taille de grenades sur un ponton russe. Cette technique n'a pas seulement causé d'importants dégâts, mais elle a aussi entravé la mobilité et la logistique russe. De plus, les troupes aéroportées ukrainiennes ont diffusé des images dramatiques d'un véhicule de combat d'infanterie Marder donné par l'Allemagne de la 95e brigade d'assaut aéroportée en action. Le Marder, connu pour sa protection blindée et sa puissance de feu, a été filmé en train d'attaquer une position russe dans le village de Malalia, à Koursk. Ce véhicule, dans le cadre du soutien de l'Allemagne à l'Ukraine, met en évidence la collaboration internationale extensive pour fournir une aide militaire. D'où provient toute cette puissance de feu sophistiquée? Étant donné que les alliés de l'Ukraine en Occident et dans l'UE ne peuvent pas s'engager directement dans le conflit, ils jouent un rôle crucial en coulisses. Ces alliés ont fourni à l'Ukraine un éventail d'armements et d'équipements avancés pour renforcer sa défense et contrer les avancées russes. En plus de recevoir un soutien crucial et des armements avancés, l'Ukraine saisit également de l'équipement précieux provenant des forces russes. Par exemple, les troupes ukrainiennes ont récemment saisi un char russe T-90M près de la ville de Snag, située sur le bord ouest de leur front avancé. Le T-90M est l'un des chars les plus redoutables de la Russie, équipé d'un blindage avancé et d'un canon puissant de 125 mm.
ce qui rend cette capture particulièrement significative. Bien que posséder de telles armes avancées soit un atout majeur, le véritable défi réside dans leur utilisation efficace. C'est là que la première et la mieux équipée des unités ukrainiennes, la 80e brigade d'assaut aéroportée, entre en jeu. Connue pour ses frappes rapides et efficaces, la 80e brigade est l'une des unités d'élite de l'Ukraine, spécialement formée pour des opérations rapides et à fort impact. Le troisième jour de l'offensive surprise de l'Ukraine contre la Russie, il a été confirmé que cette brigade a joué un rôle clé. Dans les jours précédant les événements du 20 août, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrait un impressionnant éventail de matériel militaire. Cette vidéo incluait un char T-64BV ou T-80BV, un véhicule de déminage UR-77 conçu pour dégager des chemins à travers les champs de mines, un véhicule d'ingénierie IMR-2 utilisé pour la construction et l'enlèvement des obstacles, et divers véhicules blindés de transport de troupes tels que le BTR-80 et le M113 Stryker américain. Les véhicules de la vidéo étaient vus en train de passer devant une équipe de mortiers ukrainiennes occupée et étaient équipés de cages anti-drones. Ces cages sont conçues pour protéger contre les petits drones hostiles, de plus en plus courants dans la guerre moderne. L'utilisation stratégique des véhicules Martyr et Stryker par la 80e brigade d'assaut aéroportée renforce encore son efficacité opérationnelle. Les Martyrs, connus pour leur blindage lourd et leur puissance de feu, offrent une capacité offensive robuste, tandis que les Strykers, qui sont très mobiles et rapides, offrent agilité et rapidité. Ce mélange de puissance de feu lourde et de mobilité rapide s'aligne parfaitement avec la stratégie de la brigade d'exécuter des attaques rapides et percutantes, leur permettant de manœuvrer et de surpasser leurs adversaires avec précision et efficacité. La 80e brigade d'assaut aéroportée se distingue parmi les unités ukrainiennes par son mélange distinctif de véhicules de l'époque soviétique et de véhicules américains anciens. Cette combinaison reflète non seulement l'adaptabilité de la brigade, mais aussi son histoire de tactique en évolution. Une vidéo récente d'un drone russe a mis en lumière leur impact opérationnel, montrant leurs frappes contre les anciens véhicules de combat d'infanterie allemands, Martyr, dans l'oblast de Koursk, une région connue pour son importance stratégique. La 80e brigade d'assaut aéroportée est l'une des unités d'élite de l'Ukraine, avec une réputation de précision et d'efficacité. Son implication dans l'opération souligne l'ampleur et la sophistication de l'offensive. Depuis le début du conflit, les forces ukrainiennes ont employé diverses tactiques, y compris de petites incursions à fort impact visant à exercer une pression politique et psychologique sur les dirigeants russes. L'opération a été particulièrement étendue, impliquant non seulement la 80e brigade d'assaut aéroportée, mais aussi les brigades mécanisées 22e et 88e, chacune contribuant avec jusqu'à 2000 soldats. Ces brigades sont équipées d'armements modernes et ont suivi un entraînement rigoureux pour gérer des scénarios complexes sur le champ de bataille. L'utilisation par les forces ukrainiennes de l'artillerie, des drones et des systèmes de défense aérienne avancés a considérablement amélioré leur efficacité opérationnelle. Les unités d'artillerie ont fourni un soutien à feu à longue portée, les drones ont offert une reconnaissance en temps réel et des frappes ciblées, tandis que les défenses aériennes ont protégé contre les attaques aériennes ennemies. Le succès n'a jamais été garanti pour l'Ukraine. Malgré le déploiement de jusqu'à 10 000 soldats dans la zone d'invasion, ils étaient confrontés à une force redoutable de 48 000 soldats russes du groupe Nord. Cette disparité en nombre a créé un défi important, mais l'ingéniosité stratégique de l'Ukraine a été cruciale dans ses récents succès. Les forces ukrainiennes ont adopté une stratégie calculée, ciblant les zones où les défenses russes étaient particulièrement faibles. Par exemple, l'armée ukrainienne a délibérément traversé la frontière dans des zones où les fortifications russes étaient moins robustes, capitalisant sur l'élément de surprise. Cette approche a été cruciale, car elle a permis aux forces ukrainiennes de pénétrer plus profondément dans des zones contestées avec moins de résistance. Le Centre ukrainien pour les stratégies de défense a souligné que l'exécution réussie de cette stratégie par le commandement ukrainien leur a permis de surprendre les forces russes.
Ce mouvement était un pari. Si les brigades ukrainiennes s'étaient avancées trop rapidement, elles risquaient de devenir isolées sans un soutien d'artillerie adéquat, des défenses aériennes ou des lignes de ravitaillement. Un tel scénario aurait pu les rendre vulnérables et en infériorité numérique dans le terrain hostile de l'oblast de Koursk. Pour atténuer ce risque, l'armée ukrainienne a dû équilibrer soigneusement ses avancées pour éviter de trop étendre ses forces. Le potentiel de défi logistique et le danger d'être coupé des renforts ont fait de cette opération un jeu à hauts enjeux. Néanmoins, les événements récents suggèrent que ce pari a peut-être été payant, car l'Ukraine a réussi à faire des progrès notables. Malgré ces gains, le président Volodymyr Zelensky a exprimé des critiques envers la communauté internationale. Il a souligné que les dirigeants mondiaux semblent trop préoccupés par les menaces posées par le président russe Vladimir Poutine, plutôt que de soutenir pleinement les efforts stratégiques de l'Ukraine et de reconnaître leurs réalisations sur le champ de bataille. Il a argumenté que si les alliés de l'Ukraine permettaient au pays d'utiliser des armes à longue portée à l'intérieur de la Russie sans restriction, cela pourrait éviter la nécessité d'envoyer des troupes dans la région de Koursk. Cette démarche permettrait de protéger les citoyens ukrainiens et de prévenir de nouvelles attaques russes. Malgré l'important soutien militaire que l'Ukraine a reçu, incluant des armements et équipements avancés, ces ressources sont soumises à des conditions strictes. Une stipulation majeure est que l'Ukraine est limitée à utiliser des armes à longue portée uniquement à l'intérieur de ses frontières et non à l'intérieur du territoire russe. Cette limitation est conçue pour éviter d'escalader le conflit en une guerre à grande échelle. Si l'Ukraine avait la liberté d'utiliser ses armes à l'intérieur de la Russie, cela pourrait modifier de manière significative la dynamique du conflit. C'est une préoccupation importante pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui se méfie de provoquer une confrontation internationale plus large. Il est intéressant de noter que le paysage géopolitique pourrait bientôt changer, non pas nécessairement à cause de l'Ukraine, mais à cause des actions d'autres pays européens. Lors du sommet du 75e anniversaire de l'OTAN, qui s'est tenu en juillet 2024 à Vilnius, il a été annoncé que les États-Unis commenceraient à déployer des missiles à longue portée en Allemagne pour la première fois depuis la guerre froide. Ce développement est notable, car il marque un renversement du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire de 1988, qui interdisait de tels déploiements. Le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire était un accord historique de contrôle des armements signé à la fin de la guerre froide, en 1987. Il a été négocié entre les États-Unis et l'Union soviétique et visait à éliminer les missiles lancés depuis le sol ayant des portées entre 500 et 5500 km. Ce traité était significatif, car il marquait la première fois que les superpuissances s'engageaient à éliminer toute une classe d'armes nucléaires, réduisant ainsi le risque de confrontation nucléaire en Europe. Dans un monde idéal, les pays impliqués auraient pleinement respecté leurs obligations en vertu du traité, favorisant une plus grande sécurité mondiale. Cependant, dans l'arène complexe des relations internationales, ces idéaux sont souvent mis à l'épreuve. Le président russe Vladimir Poutine, qui est arrivé au pouvoir après la signature du traité, a trouvé le traité INF de plus en plus restrictif. En 2014, les États-Unis ont accusé la Russie de violer le traité en développant et en testant un nouveau type de missile de croisière capable de porter des armes nucléaires, connu sous le nom de 9M729, qui, selon les États-Unis, enfreignait les limites du traité. Ce développement a déclenché une importante dispute diplomatique, les États-Unis affirmant que les actions de la Russie minaient l'objectif du traité et la sécurité en Europe. En conséquence, en 2019, les États-Unis se sont retirés formellement du traité INF, citant la non-conformité de la Russie. Après cela, la Russie a également quitté le traité, ce qui a conduit à un changement majeur dans le paysage du contrôle des armements. Sans le traité INF, il n'y a plus de contraintes formelles sur le déploiement de missiles à portée intermédiaire, ce qui a conduit à une nouvelle phase de stratégie militaire et de tensions internationales. Avec la démolition du traité INF, les États-Unis sont désormais libres d'envisager le déploiement de missiles à longue portée en Europe, y compris en Allemagne.
Cela pourrait inclure des missiles de croisière Tomahawk, connus pour leur précision et leur longue portée, des missiles SM-6, polyvalents et capables de combattre diverses menaces, et des missiles hypersoniques, qui voyagent à des vitesses supérieures à Mach 5 et peuvent échapper au système de défense actuel. L'introduction de ces armes avancées en Allemagne a suscité des controverses. Les politiciens allemands, notamment ceux du Parti des Verts, ont exprimé de vives inquiétudes quant à l'hébergement de missiles américains sur le sol allemand. Les États-Unis et l'Allemagne ont souligné que le déploiement de ces missiles représente seulement la première phase d'une stratégie plus large visant à renforcer les capacités de défense intégrées de l'OTAN et de l'Europe. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a expliqué lors du sommet de l'OTAN à Washington que l'objectif final est de pousser l'Allemagne et d'autres pays européens à investir dans le développement et l'acquisition de leurs propres missiles à longue portée avancée. Ce déploiement temporaire offre aux alliés de l'OTAN un temps crucial pour s'adapter à cette stratégie de défense évolutive. Lors du sommet, Pistorius, avec les ministres de la Défense de la France, de l'Italie et de la Pologne, a signé un accord historique pour faire avancer le développement des missiles à longue portée en Europe. Cette initiative européenne, connue sous le nom de Programme européen de frappe à longue portée, vise à améliorer les capacités de missiles de l'Europe et à garantir que l'infrastructure de défense du continent soit à la pointe de la technologie. L'un des atouts clés de cette stratégie est le missile de croisière Tomahawk, reconnu pour ses capacités remarquables. Introduit dans les années 1980, le Tomahawk possède une portée impressionnante de plus de 1000 miles et peut être redirigé en plein vol, permettant des frappes précises sur des cibles mobiles ou stationnaires. La dernière version, le Tomahawk Block 4, améliore encore ses performances avec une portée étendue de 1350 miles et une ogive à haute puissance de 1000 livres. Cette version avancée intègre également des systèmes de navigation et de ciblage améliorés, y compris le GPS et un radar mis à jour, faisant d'elle l'un des missiles les plus polyvalents et efficaces des arsenaux modernes. Le missile SM-6, à l'origine conçu pour la défense aérienne, possède une portée de 287 miles et peut atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 3.5. Cette grande vitesse le rend particulièrement efficace pour frapper des cibles sensibles au temps. Pour mettre cette vitesse en perspective, le SM-6 voyage jusqu'à 4 fois plus vite que le missile Tomahawk. Les missiles SM-6 et Tomahawk sont déployés à l'aide du système avancé de transporteurs-lanceurs Typhoon. Ce système est équipé de 4 lanceurs verticaux Mk-41, qui sont des équipements standards sur les navires de guerre des États-Unis, du Japon et de l'OTAN. Chaque Mk-41 peut accueillir un seul missile, offrant ainsi des capacités de lancement polyvalentes. Cependant, le SM-6 et le Tomahawk sont surpassés par le LRHW, un missile surnommé le supermissile par l'ancien président Trump. Le LRHW est une arme hypersonique de pointe capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 17, soit environ 13 000 miles par heure. Cette vitesse incroyable lui permet de frapper des cibles à des distances allant jusqu'à 1700 miles avec une précision extraordinaire. Contrairement aux missiles traditionnels, le LRHW utilise une approche en 2 étapes. Il accélère d'abord dans la haute atmosphère, puis déploie un corps de vol hypersonique. Ce corps de vol est un projectile aérodynamique équipé de systèmes de guidage avancés et d'une ogive à haute puissance, garantissant des impacts très précis, même à des distances extrêmes. Après sa libération du véhicule de lancement, le corps de vol se stabilise et plane doucement vers la Terre. Lors de sa descente, il effectue des manœuvres d'évasion à grande vitesse pour éviter d'être intercepté. Cette technologie avancée, connue sous le nom d'arme hypersonique à longue portée, n'a vu le jour que parce que les États-Unis se sont retirés d'un traité important. Si les États-Unis étaient restés membres du traité, le développement de cette arme aurait été impossible. Le traité comportait des règles strictes qui empêchaient à la fois les États-Unis et la Russie de créer de telles armes avancées. Malgré les dénégations de la Russie, le gouvernement américain
affirme avoir reçu des renseignements suggérant que la Russie testait un nouveau missile de croisière avec une portée de 1500 miles. Cela, selon les États-Unis, constituait une violation claire du traité. Lorsqu'ils ont été confrontés, la Russie a nié ces allégations. En réponse, les États-Unis ont cherché le soutien de l'OTAN, et une fois qu'ils ont obtenu suffisamment de soutien, ils ont décidé de se retirer du traité. Cette décision a permis aux États-Unis de commencer à développer leur propre système d'armement avancé pour contrer les capacités russes. Le résultat de cet effort est le LRHW, une arme hypersonique sophistiquée à longue portée conçue pour maintenir un avantage stratégique. Comment la Russie perçoit-elle ces développements? Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a émis un avertissement sévère, affirmant qu'il répondrait militairement à cette nouvelle menace posée par le LRHW. Les responsables russes se sont récemment exprimés de manière véhémente, accusant l'OTAN et les États-Unis d'intensifier les tensions et de tenter d'intimider la Russie. Une figure notable, Dmitri Peskov, a qualifié la situation de grave menace et a promis que la Russie réagirait par des mesures réfléchies, coordonnées et efficaces pour contrer les actions de l'OTAN. Il est clair que la Russie est insatisfaite de la situation actuelle. Cependant, les États-Unis soutiennent qu'ils ne sont pas responsables. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a fermement défendu leur position, affirmant que le déploiement de capacités de défense en Allemagne est conforme à de nombreuses mesures similaires prises au fil des décennies pour protéger l'Alliance. Il a souligné que les menaces de la Russie ne détourneraient pas les États-Unis de leur objectif de maintenir la force de l'Alliance. De plus, le président Poutine aurait donné à ses militaires jusqu'à la fin septembre pour résoudre la situation avec l'Ukraine et reprendre le contrôle de la région. Bien que cela représente un défi important, les subordonnés de Poutine sont bien conscients de l'importance de répondre à ces attentes et d'éviter l'échec. Merci d'avoir regardé un autre épisode sur notre chaîne. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur la vidéo à l'écran pour voir d'autres vidéos impressionnantes comme celle-ci.